Vous écoutez un podcast Panafro. Confidence, confidence, confidence. Confidence autour d'un micro. Confidence autour d'un micro d'Amadien. Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, Parti démocratique sénégalais. Première partie. Attention, les personnes qui s'expriment dans cette émission sont entièrement responsables de leurs propos. Confidence autour d'un micro est une tribune libre. Après Majmoud Diop, Maître Abdoulaye Wade, vous êtes le deuxième responsable politique sénégalais à répondre à notre invitation qui consiste à vous confier entièrement. Sans détour, vous êtes prêt à jouer le jeu? Absolument. Maître Abdoulaye Wade, vous avez bien 57 ans aujourd'hui? Oui. Et vous les portez bien? Absolument. Mais vous avez, comme tout être, vous avez eu une jeunesse. Comment et où avez-vous passé cette jeunesse? Moi, je suis né à Kébémer, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, parce que la plupart des gens pensent que je suis né à Saint-Louis, parce que j'ai été déclaré comme étant né à Saint-Louis. Mais en fait, je suis né à Kébémer. Et cela vient de ce que mes parents sont originaires de Saint-Louis, mon père précisément, qui est donc qui était citoyen français à l'époque, et qui avait des avantages qui étaient attachés à la citoyenneté française. Et pour cette raison, les enfants qui étaient nés à Saint-Louis, disons dans les 4 communes ou ailleurs, étaient déclarés comme étant nés dans ces 4 communes de façon à pouvoir bénéficier de la citoyenneté française. C'est donc dans ces conditions que j'ai été déclaré né à Saint-Louis, mais en réalité, je suis né à Kébémer. Alors j'ai passé ma prime jeunesse à Kébémer jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. J'ai fait l'école primaire et puis ensuite, alors je suis allé à Saint-Louis, j'ai poursuivi l'école primaire à l'école du Val pendant 2 années. Et ensuite, pendant la guerre, je suis venu à Dakar, où j'ai été élève à l'école de la rue de Thiong. C'est là que j'ai préparé mon certificat d'études et le concours d'accès à l'école primaire supérieure Maurice Delafosse. Et de Maurice Delafosse, je suis allé à William-Ponty, où je suis sorti comme instituteur. J'ai enseigné pendant 1 an à Thiès. Ensuite, j'ai fait mon service militaire, j'ai préparé mon baccalauréat en tant que candidat libre. Et en 1950, je suis allé à Paris, au lycée Condorcet, où j'ai préparé la deuxième partie du baccalauréat de mathématiques. J'ai fait aussi mathématiques supérieures dans la même école. Et ensuite, voilà, j'ai poursuivi à l'université un certain nombre de diplômes. De lettres, le droit et mais vous avez fait le baccalauréat en étant candidat libre. Est-ce en passant que vous avez fait des études difficiles qui n'étaient pas normales? Oui, non, c'est-à-dire que j'étais primérien, comme je vous l'ai dit. J'étais sorti de William-Ponty et l'école William-Ponty ne préparait pas en principe au baccalauréat. Mais j'ai eu une chance, c'est-à-dire qu'en 1947, on a institué pour la première fois le brevet élémentaire en AOF. Et l'ancien gouvernement général avait accepté le principe de former quelques élèves de William-Ponty pendant 2 à 3 mois pour les préparer au brevet élémentaire. Et j'ai été sélectionné parmi ces futurs candidats. On nous a préparés au lycée Van Vollenhoven. J'ai réussi le brevet élémentaire, j'étais d'ailleurs le numéro 2 de l'AOF, et cela m'a stimulé, n'est-ce pas, et m'a incité à préparer le bac. Alors je me suis lancé dans la préparation Panafro, le podcast du baccalauréat.
J'ai acheté des livres, j'ai pris des cours par correspondance et j'ai passé le bac. Je me rappelle la première fois, j'ai été collé à un demi-point, j'ai eu 39,5. Mais comme je n'avais pas de livret scolaire, je n'ai pas été racheté. Alors c'est par la suite que je suis allé dans l'armée. Et quand je suis sorti de l'armée, j'ai été accepté comme maître d'internat au lycée, en raison justement du travail personnel que j'avais effectué. Et je me rappelle le recteur Capel, qui vient de mourir, avait été celui qui s'est penché sur mon cas et avait estimé que je devais bénéficier de toutes les conditions pour préparer le bac. Alors c'est ainsi donc que je suis rentré comme maître d'internat au lycée. J'ai préparé ma première partie avec succès, bien sûr. Et de là, je suis parti en France avec une bourse de la mairie de Dakar. Vous étiez un brillant élève. Absolument. J'ai eu beaucoup de prix. Le prix de mathématiques, le prix d'histoire, le prix de français. Oui, j'étais toujours très brillant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez sélectionné numéro 2 au sein de l'AOF. Vous aimez être numéro 2, maître Abdoulaye Wade? Non, mais enfin, il se trouve que je l'ai souvent été. Ça, c'est la vérité. Alors, en 1947, vous avez aussi fréquenté l'école normale William-Ponty. Racontez cette période de votre vie et les amis que vous avez rencontrés là-bas, justement. Ah oui, alors, c'est-à-dire, vous savez, il faut remonter peut-être un peu plus loin pendant la guerre, à l'époque où j'étais à l'école primaire supérieure Maurice Delafosse. Là, nous formions un petit groupe. J'avais le député Demba Diop qui est mort, assassiné, comme vous le savez. Le docteur Abdoulaye Dia, qui est actuellement docteur en médecine gynécologue. Monsieur Abdourahmane Dia, qui est ancien directeur des douanes. Monsieur Cissé, qui fut instituteur et est mort malheureusement. Alors nous formions un groupe à l'école Maurice Delafosse, un groupe absolument impact de la première à la troisième année. Et nous avons passé ensemble le concours pour aller à William-Ponty et nous avons pratiquement tous réussi ensemble, de sorte que c'est le même groupe qui s'est poursuivi à William-Ponty. Bien entendu, je me suis fait là-bas aussi d'autres amis, notamment ceux qui venaient de Saint-Louis, n'est-ce pas, ceux qui venaient de Saint-Louis et ceux qui venaient des autres territoires, de ce qu'on appelait les autres territoires de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que William-Ponty recevait des élèves qui venaient de la Côte d'Ivoire, même du Gabon, même du Cameroun, pendant les derniers moments. Et je me suis fait bien sûr des amis, malheureusement à travers le temps, c'est-à-dire par la suite quand je suis allé en France, parce que je pense que nous avons été seulement 2 dans tout le groupe à pouvoir aller en France. Le groupe s'est disloqué, s'est distendu plus ou moins, parce que nous restions quand même en contact. Quand on rentrait en vacances, on se retrouvait. Et avec les vicissitudes de la vie, les orientations politiques différentes, nous sommes demeurés des amis, mais il faut avouer que nous nous voyons très peu. Je me suis fait d'autres amis. Oui. Et l'esprit de Ponty? Ah, je suis toujours pontin. J'ai toujours conservé l'esprit de Ponty. Vous savez qu'il existe d'ailleurs une association des anciens de William-Ponty. Je suis théoriquement membre. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'y aller. Mais nous nous retrouvons. Je suis très esprit de Ponty. Toujours. Je pense que l'école William-Ponty a réalisé vraiment quelque chose en Afrique, non seulement dans la formation des cadres qui ont fait leurs preuves dans tous les domaines en Afrique, mais en plus il y a eu vraiment un esprit de solidarité, n'est-ce pas, africain qui s'est créé à William-Ponty. Vous savez, ce n'est pas étonnant, pendant très longtemps, les cadres de l'Afrique, les véritables cadres de l'Afrique, dans tous les domaines, ceux qui sont devenus professeurs de l'université, ceux qui étaient les responsables politiques ou dans la haute administration, eh bien, étaient tous des anciens de William-Ponty. Si vous voulez, les grands succès universitaires qui ont marqué l'Afrique à partir de 1950 étaient la plupart du temps réalisés par des anciens de William-Ponty. Je ne dis pas tous, mais beaucoup. Parce qu'il y a un esprit qui a été inculqué aux anciens de William-Ponty. Et c'est ce qui me porte à croire que la formation de base, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans l'homme. C'est-à-dire lui donner un esprit ouvert,
une méthode d'approche des problèmes. Ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses. Oui. Mais à part cet esprit de Ponty, que retenez-vous encore de cette école? Qu'est-ce que je retiens? Eh bien, je retiens, je vous l'ai dit, sur le plan politique, une sorte de conscience africaine. Et cela expliquera d'ailleurs par la suite mon évolution politique et un certain nombre de mes idées. Il y a incontestablement un esprit africain. Je vous donne un exemple. En 1961, je suis allé au Nigeria. J'étais avec le président Kéba Mbaye, qui est aussi un ami ancien de William Ponty, et Maître Monville, ancien bâtonnier, Abdourahmane Diop, ancien bâtonnier avocat, et nous étions très nombreux à Lagos. À la suite de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Nigeria, je ne sais plus en raison de quel événement, l'avion qui devait nous ramener avait été mobilisé pour transporter les diplomates français et nous n'avions plus la possibilité de partir. Alors, nous nous sommes dit, puisque le Dahomey c'est pas très loin, il n'y a qu'à prendre des taxis et puis aller à Cotonou. Et nous voilà à Cotonou vers minuit, ne connaissant strictement personne. Alors nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y avait pas d'hôtel, nous étions dans un pays où on ne connaissait personne. Alors on s'est dit, on va ouvrir le bottin. Et il est à peu près sûr que l'instituteur du coin ou le médecin, n'est-ce pas, sont des anciens de William Ponty. Et le premier à qui nous avons téléphoné, quand nous avons regardé la nuit, ils avaient dit, bien sûr, mais je vous connais, nous étions promotionnaires, ou enfin, vous étiez mon bleu, etc. Et il est venu nous chercher, il nous a amenés chez lui, sa femme nous a fait à manger, et nous nous sommes retrouvés chez nous. Et vous savez, cet esprit-là demeure, c'est-à-dire un esprit africain qui est tout à fait, si vous voulez, le contraire de l'esprit régionaliste et territorialiste qu'on a inculqué à nos jeunes actuellement. Prenez les jeunes dans nos lycées ou à l'université, ils sont sénégalais, ils sont ivoiriens, ils sont maliens, alors que nous étions d'abord africains et c'est extrêmement important. Très important. On avait dit tout à l'heure que vous étiez militaire. Oui. Alors, quel grade avez-vous? Voyez-vous, je suis deuxième classe. Vous étiez un bon militaire? Non. Non, je n'étais absolument pas un bon militaire. Au contraire, j'étais un militaire très turbulent. Et souvent, je suis passé à côté de sanctions extrêmement graves. Enfin, si vous voulez, pour vous dire un mot très rapidement sur ma vie militaire, d'abord, comme je vous l'ai dit, j'avais passé le bac et j'avais eu à l'époque une autorisation de m'absenter pendant quelques jours. Alors que mes camarades étaient déjà enrôlés, se trouvaient au camp marchand à Rufisque et avaient commencé la préparation militaire, moi je suis arrivé avec 15 jours de retard. Et je me rappelle, je suis venu avec une valise qui était remplie de bouquins. Et en passant à côté d'eux, la valise est tombée, n'est-ce pas? Et tous mes bouquins se sont déversés par terre. Et l'adjudant qui était en train de leur expliquer le fonctionnement d'un fusil a dit, encore un intellectuel, qu'est-ce qu'il vient celui-là nous? Et il a utilisé une expression, enfin il a utilisé un grand mot. Alors il me dit, qu'est-ce que vous venez foutre là? Je dis, mais voilà, je suis appelé, je viens rejoindre mon corps. Il me dit, alors comme ça, vous arrivez comme ça, 15 jours après. Alors je lui ai expliqué. Et à partir de ce jour-là, on m'a classé les militaires français qui étaient là, jeunes lieutenants et tout ça, qui avaient fait quelques vagues études qui devaient correspondre aussi au niveau de bac, me considéraient comme l'intellectuel du coin. Et pratiquement tout le monde m'en voulait, on me cherchait noise. Alors qu'en réalité, je ne faisais absolument pas un étalage du peu de choses que je savais à l'époque. Et on m'a mené la vie dure. Et je me rappelle par exemple qu'au bout de 3 mois d'instruction, on nous a fait passer un examen pour voir les gens qui étaient instruits, qui pouvaient être utilisés dans les bureaux. Et pratiquement tout le monde était affecté, sauf moi. Moi j'étais affecté pour pour badigeonner les bâtiments. Et par la suite, j'ai eu des problèmes avec un lieutenant qui était là, un lieutenant français. J'ai failli être gravement sanctionné, j'ai failli même passer devant le tribunal militaire, mais par le plus pur des hasards,
J'ai été revendiqué par Panafro, le commandant d'état-major qui était tombé sur mon curriculum vitae et voulait un collaborateur. Il m'a fait venir à Ouakam. Et là, il m'a dit, mais justement, vous étiez affecté dans mon corps, comment ça se fait que vous ne soyez pas là depuis? Alors je lui ai expliqué. Et il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui ai dit, je suis instituteur, mais j'étais en train de préparer le bac. Il m'a dit, mais c'est très bien, vous savez, moi j'apprécie beaucoup les jeunes, les gens qui veulent travailler, puisque vous avez été candidat libre au bac, mais je vais vous mettre dans d'excellentes conditions, demandez-moi ce que vous voulez et je le ferai. Alors je lui ai dit, moi l'essentiel c'est que je ne sois pas très loin du lycée pour pouvoir prendre des cours le soir. Alors aussitôt il m'a fait affecter au camp qui s'appelait le camp, enfin un camp militaire 7e RTS, et de là j'étais pas très loin du lycée, j'ai pu prendre mes cours. Mais entre autres, j'ai eu des bagarres contre des jeunes officiers français qui venaient du Vietnam à l'époque. Ils étaient allés casser du Viet, bon, ils étaient venus un peu au Sénégal avec le même esprit, et ils m'ont provoqué. Il y en a un à qui je donne une bonne correction, et la caserne était divisée, les officiers étaient divisés, ceux qui voulaient me traduire devant le tribunal militaire pour avoir frappé un sous-officier, français à l'époque, c'était considéré comme très grave, et d'autres qui avaient considéré que j'avais été insulté et que ma réaction était tout à fait normale. Et parmi ceux-là qui me défendaient, il y a le général Agostini, qui aujourd'hui appartient à l'état-major français. Vous avez toujours été un homme récalcitrant? C'est-à-dire, oui, je suis un homme récalcitrant et je ne fais pas de concessions sur l'injustice. Je crois que c'est surtout ça. C'est-à-dire, je m'efforce d'être un homme juste, mais je ne tolère pas l'injustice. Maître, pouvez-vous me dire maintenant à quel moment de votre vie vous avez décidé que vous seriez un homme politique? Oui, enfin je ne sais pas, je crois qu'il est difficile de voir l'évolution. Mais enfin, disons, à partir de quel moment j'ai eu ce qu'on peut appeler une conscience politique. C'est-à-dire le passage de cette conscience tout à fait individuelle des choses, de l'égoïsme individuel, à la conscience de la collectivité et de ses problèmes. Moi, je crois que ça s'est passé quand j'étais maître d'internat au lycée. Un jour, j'ai eu entre les mains un article dans lequel il était question de Kwame Nkrumah. Je ne sais pas comment ce document m'est venu entre les mains. Et j'ai lu, au sujet de la conférence de Manchester, des nationalistes africains, une déclaration de Kwame Nkrumah, datée de 1945, dans laquelle il disait que les colonialistes ne nous apporteront jamais l'indépendance sur un plateau d'argent, qu'il fallait se battre, etc. Et il avait parlé des Noirs, d'Afrique, de l'Amérique, de leurs souffrances, etc. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai eu quelque chose qui a été déclenché en moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis mêlé plus ou moins à des formes d'organisation. Par exemple, il existait à l'époque les étudiants du RJDA. Je n'étais absolument pas parmi les dirigeants, mais j'ai commencé à m'intéresser, vous voyez, à aller aux réunions. Et à la même époque aussi, je rappelle, c'était l'effervescence politique, le RDA, la SFIO de Lamine Gueye, le PFA de Senghor, Mamadou Dia, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller à toutes les réunions politiques, écouter les leaders, applaudir. Et mon idole, c'était Darboussier. Mais en 50 et 51, vous avez pris contact avec le Gareth d'Abdoulaye Ly. Oui, alors là, c'est-à-dire qu'en février 1950, je suis donc allé à Paris, boursier, au lycée. Vous savez, dans les lycées, dans les grandes écoles, dans la préparation des grandes écoles, on n'a pas tellement de temps. J'étais donc pris par la formation, mais il y a toujours le virus politique, si vous voulez, qui m'a démangé. Et comme tous les étudiants de l'époque, on se retrouvait, on discutait de l'Afrique, des problèmes, de tous les problèmes. Et j'avais trouvé sur place un certain nombre de formations qui existaient déjà.
et qui avait été créé par des Africains un peu plus anciens que moi. Panafro, il y avait à l'époque le podcast. GAREP de Abdoulaye Ly. C'est un groupement d'études. Et il faut dire que le GAREP recrutait sur des bases élitistes, c'est-à-dire ce sont les meilleurs qui étaient au GAREP. Oui. Ceux qu'on considérait comme les meilleurs à l'époque. Hein. Il fallait être un intellectuel ouais, considéré. Voilà, considéré, quelqu'un qui n'échouait pas ses examens. Bon. C'est ainsi que les Abdoulaziz Wan, Babacar Ba à l'époque, et beaucoup d'autres étaient membres du GAREP. C'était quelque chose d'un peu mystérieux pour les autres étudiants parce qu'ils se réunissaient entre eux, ils discutaient, ils lisaient des livres, etc. Et c'est Abdoulaye Ly qui s'occupait donc de leur formation. Mais à côté, il y avait l'association des étudiants du RDA qui était dirigée par Cheikh Anta Diop. Bon. Moi, j'avoue que je n'étais attiré ni par l'une ni par l'autre de ces formations. Mais Abdoulaye Ly m'a contacté et il a reconnu d'ailleurs que j'avais été, je crois, le seul à lui avoir résisté, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans son groupe, puisque je n'étais pas convaincu ni par ses théories, ni par son approche des problèmes. Et d'un autre côté, je trouvais le RDA très tiède. Ouais, je vous ai dit, moi je suis parti sur les bases nationalistes, donc moi j'étais pour l'indépendance, alors que le RDA à l'époque était plutôt pour une sorte d'union française démocratique, enfin, etc., etc. Alors je me suis donc trouvé, si vous voulez, un peu sur le plan politique, un peu isolé par rapport au groupe politique qui existait à l'époque. J'ajoute qu'il y avait un autre groupe qui était peut-être le groupe le plus dynamique, qu'on appelait le groupe des langues. C'était créé par le Parti communiste et c'était des communistes africains qui étaient là-dedans. Ils étaient extrêmement dynamiques, ils vendaient de l'humanité, ils savaient discuter, ils avaient énormément d'arguments. Alors de sorte que je me suis un peu trouvé isolé. Je n'avais pas voulu intégrer le GAREB. Par la suite, j'ai intégré quand même, mais par la suite seulement, l'association des étudiants RDA. Mais auparavant, je me suis retrouvé avec Majmoud Diop. Nous avions à peu près les mêmes idées, les mêmes lectures, les mêmes aspirations, les mêmes opinions politiques. Et nous avons formé une association des étudiants nationalistes. Alors en disant, nous voulons poser d'une manière très claire et très nette le problème de l'indépendance. Objectif, indépendance de l'Afrique. Alors c'était très osé comme attitude à l'époque, attendu qu'il y avait l'application du fameux article 80 de tous ceux qui, par leurs propos, leur position, pouvaient porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Entendu, national, c'était la République française et les territoires d'AOF, etc. Cette association a évolué plus ou moins bien, je dirais même pas très bien, parce que nous étions très peu nombreux. Les étudiants n'étaient pas du tout en général disposés à s'engager là-dedans. Et je me rappelle, certains se moquaient de nous en disant « Oh, les nationalistes, ils sont 3 ». En fait, on n'était pas 3, mais on était une dizaine, peut-être tout au plus, 10 à 15. Donc, cette association a fonctionné plus ou moins bien. C'est Escalité d'ailleurs que nous avons écrit dans le livre « Les étudiants noirs parlent ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui a été publié par Présence africaine. J'ai écrit un article là-dedans, Majmoud aussi. Vous retrouvez sensiblement les mêmes idées que je développe encore sur l'indépendance, sur le nationalisme, etc. Alors, cette association n'ayant pas fonctionné, j'ai donc rejoint l'association des étudiants du RDA lorsque les jeunes du RDA ont rompu avec le RDA officiel. Vous voyez, qui avait donc des positions que l'on considérait comme des positions alignées sur le colonialisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai rejoint l'association des étudiants RDA. Et par la suite, d'ailleurs, je deviendrai le secrétaire général de cette association. Oui, mais en 1957, vous retrouvez le Majmoud pour créer le PAI. Oui, c'est ça. Alors en 1957, alors ça, je crois que c'est un épisode extrêmement intéressant de l'évolution politique et c'est souvent très mal connu. En 1953, si mes souvenirs sont exacts, nous sommes partis en Roumanie au Festival mondial de la jeunesse. Et Majmoud est resté. Et moi je suis revenu en Afrique, je suis revenu en France.
par la suite, quand je suis revenu d'ailleurs, je me suis installé à Besançon où j'ai poursuivi mes études de droit, de lettres et de mathématiques. Et Majmout rentre vers 1957, je crois. Et nous avons repris les discussions et décidé de nouveau de créer quelque chose. Bon. Majmout, Saliou Kandji, Cheikh Anta et moi, nous nous sommes retrouvés à la cité universitaire à Paris. Et là, nous avons décidé de créer un parti politique, mais un vrai parti politique, sur des bases nationalistes, l'indépendance. Parce que à ce moment-là, nous étions convaincus qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et que toutes les autres expériences, RDA, l'expérience au temps de Senghor, de Lamine Gueye et tout cela, n'avaient pas conduit au résultat. D'autant qu'il faut comprendre que la politique assimilationniste, plus ou moins assimilationniste, que l'on retrouvait à des nuances près chez Senghor, Lamine Gueye et tout ça, était vraiment contrebattue par le mouvement nationaliste pour l'indépendance dans l'Afrique et le tiers-monde d'une manière générale. Donc nous étions vraiment dans le sens, si vous voulez, de l'évolution. Et c'est pourquoi nous avons décidé à ce moment-là de créer un parti posant d'une manière claire et nette la question de l'indépendance de l'Afrique. Nous avons pris cette décision à la cité universitaire. Mais Cheikh Anta n'avait pas terminé sa thèse, moi non plus je n'avais pas fini mes études. Et nous avions décidé que le premier d'entre nous qui rentrait en Afrique pourrait créer ce parti et que les autres viendraient le rejoindre. Voilà l'accord de base. C'est Majmout. Et c'est Majmout Diop qui est rentré, qui a donc créé le PAI en abandonnant totalement les bases sur lesquelles l'accord était intervenu. Au lieu d'en faire un parti nationaliste, il en a fait un parti marxiste-léniniste. Et vous le dites justement... C'est là que j'ai rompu avec lui. Sur le plan idéologique, c'est là que j'ai rompu. Oui. Et vous dites que la lutte nationale n'est pas en fait une aventure. Oui, absolument. J'ai dit ce n'est pas du tout une aventure. Et c'est là que j'ai rompu avec lui. Je lui ai écrit, dès que j'ai reçu le document, j'ai dit que tu as complètement faussé nos accords. Moi, je ne suis pas marxiste, je ne suis pas devenu plus depuis. Et qu'il avait faussé les bases de la lutte. Et je suis persuadé que si le pays à l'époque s'était cantonné au domaine de la réclamation de l'indépendance, il serait peut-être devenu l'un des plus grands partis d'Afrique. Et peut-être que même la balkanisation ne se serait pas produite dans les conditions où elle s'est produite. Parce que le pays s'est affaibli à cause, n'est-ce pas, de cette base trop restreinte du marxisme-léninisme qui ne pouvait pas rallier tous les Africains. Et je pense que si on avait poursuivi ce chemin, Majmout pourrait devenir un Nkrumah de l'Afrique de l'Ouest. Et la jonction était facile donc avec les nationalistes des territoires anglophones. Majmout a donc raté son rendez-vous avec l'histoire. Ah, moi je crois qu'il l'a raté. Il sait très bien ce que je pense de cette question, je crois qu'il l'a raté. Et je lui ai écrit à l'époque d'ailleurs, si j'avais eu le temps, je vous aurais montré la correspondance que j'ai d'ailleurs communiquée à certains chercheurs sur ce point particulier. Mais lors de votre rupture, depuis votre rupture, que s'est-il passé entre Majmout et vous? Et qu'avez-vous fait justement vous, maître? Vous avez milité dans quel parti? Oui, alors depuis donc cette rupture sur le plan politique, bon, il a poursuivi son chemin dans le pays. Et puis, alors moi, j'ai adhéré au MLN. Je me trouvais en France, le MLN, c'était le mouvement de la libération nationale qui a été créé par Kizerbo. Et dans ce mouvement, il y avait Cheikh Hamidou Khan, il y avait Christian Valentin, on retrouvera Baba Karba, on retrouvera Daniel Kabou, enfin, de nombreux cadres très connus ici. Je n'étais pas membre fondateur, ce mouvement existait. Donc je suis venu, j'ai adhéré parce que celui-là, il posait d'une manière très claire le problème de l'indépendance, il s'appelait le mouvement de la libération nationale, et son objectif très précis qui était mentionné dans toutes les publications, c'était l'indépendance de l'Afrique. Bon. Très rapidement, je suis devenu un des responsables et même le président de la section sénégalaise du MLN. J'ai été nommé président de la section sénégalaise du MLN. Mais ça se passait autour de 1958 par là, autour du référendum du général de Gaulle sur la communauté. Et il y avait des changements extrêmement profonds qui s'opéraient. Et à ce moment-là,
Senghor et Mamadou Dia avaient recruté leurs collaborateurs parmi les membres justement de notre association. Alors j'ai senti tout de suite le glissement. Il y en a qui étaient pour l'indépendance dans le mouvement étudiant, mais qui étaient directeurs de cabinet, conseillers de ces hommes politiques qui étaient dans un tout autre système. Bon. De sorte que quand nous sommes rentrés tous vers 1960, si vous voulez, le MLN existait théoriquement, mais concrètement, vraiment, c'était un mouvement désarticulé. Baba Karba était directeur de cabinet de Waldiodio, Christian Valentin était directeur de cabinet de je ne sais qui. Enfin, Cheikh Hamidou Kane était ministre, je crois. Hein, alors, j'ai compris que le mouvement, finalement, il n'en restait pas grand-chose. Hein. Et nous avons fait une réunion, et au cours de cette réunion, nous avons posé la question de l'existence même du mouvement. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était l'époque de l'indépendance du Mali, que le Mali était porteur d'espoir. Il y avait vraiment un élan psychologique extrêmement profond, qui reposait sur des bases très solides. Et il y avait l'appel de Modibo Keïta, de Senghor, de Mamadou Dia, à tous les cadres. Et nous avons donc posé la question: devons-nous continuer à maintenir ce mouvement ou est-ce qu'il faut le dissoudre et libérer les gens pour aller militer dans les mouvements qu'ils veulent? Alors, nous avons décidé la dissolution du mouvement. Ça s'est fait, encore dans les bureaux que j'occupe aujourd'hui. On me l'a reproché, parce que pendant ce temps, le mouvement continuait en haute volta. Mais je rappelle que nous n'avons pas demandé aux membres d'aller adhérer à tel ou tel mouvement. Nous les avons simplement libérés. Un communiqué a été publié dans le Dakar Matin de l'époque. C'est-à-dire que nous ne nous sentions pas le droit de maintenir des cadres dans des structures qui n'étaient absolument pas opérationnelles, d'autant que ce mouvement avait un handicap, et il faut le reconnaître. Le MLN avait un handicap. Et son handicap, c'est que au départ, nous étions aidés par l'Église. Vous savez, moi j'ai d'excellentes relations avec l'Église et je peux dire que pendant les premières années, quand je suis rentré au Sénégal, j'étais beaucoup aidé par les gens de l'Église, notamment dans les conférences que je faisais au centre Daniel Brottier. C'est connu, vraiment, on m'a prêté toute l'attention nécessaire et tout le support nécessaire pour pouvoir faire comprendre mes idées. Donc je suis redevable de beaucoup de choses à l'égard notamment du Père Michel et des responsables du centre Daniel Brottier. Mais malheureusement, le MLN était aidé par l'Église. Notre journal était imprimé et soutenu par l'Église. Parce que vous savez que pendant la phase d'indépendance, l'Église d'Afrique, dans de nombreux cas, a soutenu les mouvements d'indépendance, notamment à Madagascar. Et bien je crois que là aussi, l'Église était sensibilisée au mot d'ordre de l'indépendance, beaucoup plus que le milieu politique normal qui lui était plus ou moins assimilationniste ou réformiste. Alors de sorte que on assimilait le MLN, si vous voulez, à l'Église, à un mouvement inspiré par les chrétiens. Alors dans un pays musulman, il y avait énormément de confusion et souvent on nous le reprochait publiquement. Alors, compte tenu donc de tous ces éléments-là, nous avons décidé de dissoudre le mouvement et de libérer les gens. Et c'est là que nous avons, que notre groupe s'est dispersé. Le dernier groupe, le MLN, s'est dispersé. Alors, personnellement, je n'ai pas adhéré dans l'immédiat à un mouvement quelconque. J'ai attendu peut-être plus d'1 an ou 2 ans pour ensuite essayer de rentrer à l'UPS à l'époque. J'ai tenté de militer à l'UPS à Kébémer. J'ai rencontré un barrage et un tir d'artillerie tel que je n'ai pas pu faire un pas, puisque les responsables de Kébémer à l'époque, il n'est pas question que Wade vienne militer à Kébémer, il n'a qu'à militer à Dakar, comme tous les cadres. Et il faut dire peut-être que je n'étais pas comme tous les cadres, parce que je n'avais jamais conçu, n'est-ce pas, l'idée, moi, de militer dans une grande ville comme Dakar, alors que je suis de Kébémer. Vous voulez militer à la base? Absolument, je voulais militer là. Alors, il y a eu un conflit. Senghor m'a appelé. Il m'a dit, Wade, qu'est-ce que tu vas faire dans les quartiers? C'est pas ta place.
il faut militer à Dakar, n'importe où, tu choisis n'importe où, militer n'importe où. Bon. Alors je lui ai dit non, je regrette, moi je ne peux militer qu'à la base, il faut que je milite à la base. Bon, il n'a peut-être pas pris ça très au sérieux, on s'est séparés. Et puis, je me suis abstenu de militer. Le podcast. Nous allons revenir là-dessus dans un instant, Maître Abdoulaye Wade. Pour revenir justement au référendum de 58, c'est le premier nom que vous avez prononcé pour la mise en place d'une communauté entre la France et ses territoires d'outre-mer. Oui, alors le référendum en 58, j'étais président de l'association des étudiants de la FEANF, de l'association générale de Grenoble, qui était l'association la plus dure de la FEANF. Et j'étais aussi membre du comité exécutif de la FEANF. Et tout le monde savait que Grenoble, c'était la locomotive de la FEANF. Hein. Et nous avons délibéré et nous avions décidé de voter non. Et nous avons voté non. Nous avons voté non, nous avons même envoyé quelques-uns de nos camarades à l'époque qui sont venus prêcher le non à ce référendum. Et je dois dire aussi que notre association de Grenoble a envoyé beaucoup de volontaires en Guinée quand la Guinée a voté non. Et nombreux parmi les cadres guinéens de l'époque étaient des anciens de Grenoble. De sorte que notre association a quand même joué un rôle extrêmement important dans cette lutte. Je dirais en passant que c'est une association qui était originale parce que on avait pratiquement le leadership de la FEANF. Figurez-vous par exemple que le premier syllabaire, le syllabaire, n'est-ce pas, qui a été fait, a été élaboré par nous, par notre association, c'est-à-dire l'utilisation des langues nationales, l'écriture de Wolof, ce syllabaire existe. C'est vous dire que nous avions pris concrètement position sur beaucoup de problèmes, notamment sur les langues nationales et sur le plan politique. Alors vous revenez donc en 58 au Sénégal, à Dakar singulièrement. Vous militez à l'UPS, on irait bien envoyer en 60, mais à la base, comme tout à l'heure nous l'avons dit. Entre-temps, le BMS est créé, vous êtes pressenti pour être secrétaire général, mais vous êtes absent de Dakar. C'est ça. Cheikh Anta Diop est nommé à votre poste, à ce poste-là. Le BMS est composé essentiellement de ressortissants de l'Ebou, Boubacar Gueye, vous et Cheikh Anta Diop et Moustapha Seck. C'est ça. Oui, alors c'est exact. Voilà ce qui s'est passé. À l'époque, il n'était pas dans les idées de créer un parti. Vous savez, plus tard, je pense qu'on pourra y revenir pour comprendre comment on arrive à la création d'un parti. Je ne crois pas que quelqu'un réfléchisse dans sa chambre, dans son bureau, et sort un jour en disant je crée un parti. Il y a toujours, on retrouve le même processus. Pour le BMS, c'est la même chose. Il existait à l'époque une association, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais une association de l'Ebou, n'est-ce pas, qui revendiquait les droits des Lébou. Bon. Moi j'étais avocat, et j'étais donc mêlé au cœur de ces problèmes de revendication de terre. Et je m'étais fait beaucoup d'amis. Et cette association de défense des intérêts de la collectivité Lébou, précisément, se réunissait et prenait des positions qui frisaient la politique. Et un jour, l'idée a été émise de présenter des candidats aux élections municipales. Et il y a eu un lobby qui s'est créé à l'intérieur et qui évoluait vers la création d'un parti politique et qui voulait me proposer, n'est-ce pas, comme secrétaire général de nouveaux partis politiques qui allaient être créés. Mais à ce moment-là, j'étais absent, j'étais en France où je préparais l'agrégation. Les réunions se sont poursuivies. Et un jour, au cours d'une réunion qui s'est déroulée, si mes souvenirs sont exacts, en boîte, d'après ce qu'on m'a raconté, la décision a été prise, n'est-ce pas, de donner une structure à cette organisation. Et c'est là que Cheikh Anta, qui se trouvait là, a été proposé pour diriger ce mouvement. Alors, par la suite, donc, va naître le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Encore une fois, quand il est né, j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai adhéré à ce mouvement. Mais je l'ai trouvé à l'époque en pleine crise. C'est-à-dire j'ai trouvé à l'époque une scission. Boubacar Gueye et certains éléments de la direction qui avaient quitté pour rejoindre le parti de Senghor et Cheikh Anta Diop qui se trouvaient isolés. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une jonction entre Cheikh Anta et moi qui n'avais pas de responsabilité dans la formation précédente. Eh bien, j'ai été nommé aussitôt le président du conseil national du BMS, et Cheikh Anta et moi, nous avons essayé
reconstituer ce qui pouvait rester du BMS. Moi, sur le plan juridique, parce qu'il y avait un décret qui avait constaté que la plupart des membres du bureau ayant démissionné, le mouvement n'existait pas. Enfin, nous nous sommes battus pendant plusieurs mois. Malheureusement, cela n'a pas réussi et le BMS a disparu. En 1963, il est déçu après les élections législatives, justement. Alors, et ensuite, il y a eu le FNS, le FNS auquel je n'ai pas adhéré. Le FNS a été fait par les éléments restés autour de Cheikh Anta et les anciens amis de Mamadou Dia. Je n'ai pas participé au FNS. Et en 1963, Abdoulaye vous propose au sein du PRA, le poste de conseiller technique. C'est ça. Lorsqu'on a dissous le BMS, effectivement, on n'avait plus aucune structure et arrivé le référendum sur la constitution du 8 mars 1963. Et à ce moment-là, nous, on n'avait plus de parti. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, Abdoulaye nous a proposé, dans une réunion, il nous a dit, bon, écoutez, c'est pas difficile, nous ne pouvons pas vous nommer membre du comité directeur parce que c'est fait par un congrès, mais nous allons vous coopter comme conseiller technique et vous allez venir travailler avec nous. Alors moi, j'ai accepté. J'ai trouvé là une base, j'ai accepté. Et j'ai fait toute la campagne du référendum, du non, contre justement la constitution de 1963, à côté d'Abdoulaye Gueye, Bakierno, aujourd'hui, qui est ministre, et de tous ces éléments de l'époque du Pras Sénégal. À cette époque, vous avez même diffusé un document. Oui, j'ai diffusé un document. Malheureusement, je ne le retrouve plus. Et si parmi les auditeurs, quelqu'un avait ce document, véritablement, il me rendrait service. Le document s'appelle « Pourquoi je voterai non ». Il a été recherché par de nombreuses personnes, malheureusement je ne le trouve pas, mais je suis sûr qu'un des auditeurs doit l'avoir. Pourquoi je voterai non? C'est le document que j'ai fait en 1963 contre la constitution qui a été adoptée au référendum du 3 mars. Maître Abdoulaye Wade, faire de la politique pour vous, c'est quoi? Oui, faire la politique pour moi, vous savez, ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas un besoin pour moi. Ce n'est pas une passion. Je ne cherche pas à faire de la politique, mais je dirais presque que la politique s'est imposée à moi. Et je puis vous assurer que si cela ne dépendait que de moi, je pense que j'aurais exercé ma véritable vocation, qui est d'être professeur, qui est d'enseigner. C'est ça ma véritable vocation. Ou d'être avocat. Même avocat, non. D'être avocat, vous savez, d'être avocat, disons, occasionnellement pour défendre les causes. Parce que dans la tradition, vous savez, quand je choisissais ces métiers, dans la tradition française, on peut être professeur de droit et avocat en même temps. Et j'étais effectivement professeur et avocat. Mais j'aurais consacré l'essentiel de mon temps à l'enseignement, et quand je trouve vraiment une cause à défendre, je la défends en tant qu'avocat. Malheureusement, les contraintes de la vie sociale et un certain nombre de vicissitudes font que je suis plus inséré dans la politique qu'autre chose. Et aussi, je dois dire à mon corps défendant qu'on m'a mis à la porte de l'université. Je n'ai pas quitté l'université de moi-même, on m'a littéralement mis à la porte et je m'en plains pas. C'est Assane Seck, on y reviendra dans un instant. Assane Seck, Senghor, Abdou Diouf, tous. Et la politique, elle vous réussit, maître? C'est-à-dire, la politique me réussit. Vous savez, je ne sais pas si on peut dire que la politique me réussit. Je ne sais pas à quel point de vue vous dites ça, parce qu'il y a plusieurs points de vue. Je pense que sur le plan matériel, la politique ne me réussit pas parce que j'ai dépensé toute ma fortune dans la politique. Je ne suis pas un homme pauvre, je peux dire même que je suis un homme riche, mais tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné avant de faire de la politique. Et là, je pense que donc il n'y a pas de discussion possible. Si j'ai des immeubles ou des titres fonciers, n'est-ce pas, ils ont tous été réalisés avant 1974, à l'exception d'un seul. Donc, je ne parle donc sur le plan matériel, la politique appauvrit en tout cas quelqu'un qui est dans l'opposition, c'est l'évidence même. La politique n'enrichit pas, tout au moins ceux qui utilisent les caisses de l'État ou d'autres procédés. Qu'est-ce que la politique apporte? Sur le plan moral, je pense qu'elle apporte beaucoup, tout au moins pour nous de l'opposition. Quand on a le sentiment d'avoir changer un peu le cours des choses, je crois qu'il y a un certain réconfort moral absolument indiscutable.
Parce que quand je tente d'apprécier rétrospectivement aujourd'hui ce qu'aurait été le Sénégal si le PDS n'avait pas existé, je me dis quand même j'ai eu raison de faire ce que j'ai à faire. Bien entendu, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés. Panafro, le podcast. J'ai même souffert, j'ai eu beaucoup d'ennuis, mais au total, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et je crois qu'il n'y a pas besoin de faire preuve de fausse modestie pour dire que tout le monde sait qu'aujourd'hui le PDS a apporté quelque chose au Sénégal. Oui, c'est des richesses que vous avez accumulées, si vous permettez l'expression. Vous l'avez eu grâce en défendant la cause de vos clients. Vous parlez sur le plan matériel. Oui, je l'ai eu, si vous voulez, de deux manières. D'abord parce que j'ai eu un des plus grands cabinets d'avocats de Dakar, c'est connu. J'ai défendu de très grandes causes. Ensuite, j'étais quand même consultant international, c'est-à-dire consultant de l'OUA, consultant de la Banque africaine de développement, et consultant des Nations Unies. Et, vous savez, le consultant, on me consulte, je fais un document, disons, qui 50 ou 100 pages, qui est grassement payé. En tant que consultant, j'ai assisté aussi des sociétés internationales ou de grandes sociétés dans des négociations avec des États ou des problèmes extrêmement complexes et ce sont des prestations qui sont très bien payées. Vous voyez, donc là je pense que c'est surtout, si vous voulez, la dimension internationale. Vraiment, le consultant international, je crois que c'est surtout ça qui m'a permis de gagner de l'argent assez rapidement. Je dois dire par exemple que lorsque je suis consultant d'un grand organisme comme la BAD, où je ne sais plus, je devais toucher peut-être à l'époque, je ne sais pas combien par jour, sans aucun frais, je suis logé à l'hôtel, j'ai une Mercedes, j'ai tout. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Et peut-être la facilité avec laquelle je gagnais l'argent m'a un peu dégoûté du système économique dans lequel je me trouvais. Encore que, vous voyez, dans une autre conception, on aurait dit, bon, je n'ai quand même pas eu une carrière ordinaire, j'ai quand même fait des efforts sur le plan des études, sur le plan du travail, pour percer et arriver, n'est-ce pas, au sommet. Par conséquent, on aurait pu dire que c'est la rémunération de mon travail. Mais vous savez, à un moment donné, les choses sont tellement faciles que j'ai trouvé ça tout à fait injuste. Vous voyez. Donc vous voudriez, comme le commun des mortels, aller acheter vous-même à la boutique votre oui, produit. absolument. Et aujourd'hui que je n'ai plus toutes ces possibilités, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je n'ai pas du tout la vocation d'accumuler des milliards et des milliards. J'estime qu'un homme doit avoir un minimum, ça c'est mon impression. Et je pense que si j'avais des responsabilités de décision, je me serais orienté dans ce sens. Qu'un homme ait une maison, ou une ou deux maisons, une voiture, de l'argent pour vivre normalement. Ça, je pense que ce sont des choses qu'il faut rechercher. Mais qu'on accumule pour le besoin accumuler des milliards dans les banques étrangères ou dans la spéculation financière, je pense que c'est un vice plutôt. Et là, on devient esclave de l'argent. Et vous êtes un homme à l'abri du besoin? Aujourd'hui, je suis absolument à l'abri du besoin. Aujourd'hui seulement? Oui, aujourd'hui seulement parce que, vous savez, avec la politique, on ne sait jamais. Je pourrais bien me retrouver dans des conditions plus difficiles. Mais je dois dire que, comme je conserve encore toutes mes forces et que je me sens toujours capable de travailler, je n'ai pas peur d'aller à l'aventure. Vous voyez, par exemple, mes frères du parti savent que je n'ai pas parfois hésité à vendre une propriété pour financer le parti. Vous voyez, je le fais parce que je sais que si demain j'arrêtais la politique, je suis en mesure, moi, demain, de gagner de l'argent. Si je décidais demain de me lancer dans les affaires, je peux vous assurer, je suis en mesure de gagner. Je dis honnêtement, dans l'intérieur du système, en appliquant ces règles, je suis capable de gagner autant de milliards que je veux. Enfin, écoutez, si je n'étais pas professeur d'économie, si je n'étais pas capable de le faire, je ne serais pas digne d'être professeur d'économie. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Lorsque je préparais ma thèse vers 1957, un de mes professeurs d'économie nous disait, eh bien, si un jour vous avez le doctorat et que vous n'êtes pas riche, eh bien, c'est que vous n'aurez rien compris en économie. Alors vous comprenez. Alors, Maître Abdoulaye Wade, est-ce que vous pouvez évoquer pour nous la cause que vous avez défendue pour un client une fois dans votre vie, celle qui vous tient le plus à cœur?
Vous savez, je ne peux pas dire... c'est évident, mais j'évoquerai alors à ce moment-là, si vous voulez, les frères algériens. Quand j'étais étudiant Panafro, en le France, podcast. après mes études de droit, je me suis inscrit comme stagiaire au barreau. Et survint la guerre d'Algérie et j'ai été pris dans... Je me suis engagé dans le collectif, ce qu'on appelait le collectif des défenseurs des Algériens. Bon, d'abord, vous avez vu, par tempérament, j'étais pour l'indépendance, donc j'étais avec les Algériens qui réclamaient l'indépendance, comme auparavant j'étais avec les Malgaches qui réclamaient l'indépendance ou les Vietnamiens. Et me voilà donc embarqué, si vous voulez, en tant qu'avocat dans la défense des militants du FLN d'Algérie. C'est ce qui explique d'ailleurs, après la création du parti, que le PDS ait eu des relations privilégiées avec l'Algérie. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens se disent au fond pourquoi l'Algérie n'aurait pas de meilleures relations avec le PS ici. C'est parce que chez moi, il y a un background, il y a un passé. Alors, l'une des causes que j'ai défendues à l'époque, entre autres, eh bien, un jour, la police de l'Est a pris une quarantaine d'Algériens qui étaient dans un dortoir. Ils dormaient tranquillement. Certains venaient du cinéma, d'autres du bal. Ils ont été tous pris. Parce qu'avec les attentats de l'époque, la population française était inquiète. Et on avait besoin de trouver des coupables. Il fallait trouver des coupables, tout simplement. Et je vous assure que ce n'est pas seulement le sentiment d'un Africain, mais les collègues français, les confrères français qui ont défendu ces causes avec moi, ont tiré absolument les mêmes conclusions. Il fallait trouver des coupables. Alors on a ramassé tous ces Algériens, la nuit, police, revolver au poing, on les a photographiés. Ceux qui avaient l'air le plus rébarbatif avec des moustaches et tout ça, étaient présentés comme le responsable FLN de la cellule de je ne sais où. Vous voyez, il y avait tout un montage. J'ai été indigné. Alors, quand j'ai été chargé de cette défense, au départ, je croyais effectivement que c'était vrai. Puisque parmi mes amis algériens, étudiants, il y avait des responsables FLN. Bon, c'était pas connu, mais il y en avait. Alors, donc, quand j'ai pris ce dossier, je me suis rendu compte que tout était monté. Et j'étais très inquiet. Je me disais, comment est-ce que je peux me rendre crédible en défendant un tel dossier? De toute façon, les gens vont dire, bon, c'est la même chose. Abdoulaye Wade, l'Africain, le Nord-Africain, c'est pareil. Alors, je suis allé trouver le fils du bâtonnier, qui est d'ailleurs grand avocat aujourd'hui. Et je l'ai invité à prendre la cause avec moi. Il m'a dit, mais Wade, écoute, comment veux-tu que moi, Français, je défende des félagas qui tuent des Français? Mais je lui ai dit, écoute, le jour que tu te rendras compte que ces gens-là auront tué des Français, mais clause de conscience, j'accepte que tu ne les défendes pas. Mais ce que je te demande, c'est que tu examines le dossier jusqu'à ce que tu aies la conviction que ces gens-là ont fait quelque chose. Mais jusque-là, je te demande de les défendre. Il m'a dit, bon, dans ces conditions, je vais voir. Mais il n'y a jamais eu un meilleur défenseur des Algériens que lui. Mais il s'est rendu compte que tout ça s'était monté. Et c'est pourquoi ces problèmes de défense sont des problèmes extrêmement complexes. Parce qu'en tant que Français, en tant qu'ancien officier français, bon, c'était normal qu'il défende son pays, mais il y avait quand même l'avocat qui défendait l'homme. Et nous avons donc défendu ces gens-là. Et je me suis trouvé à Alger en 1971, justement dans le cadre des consultations internationales. Et un jour, à l'aéroport de Constantine, alors que je me trouvais avec l'ancien recteur qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, qui était aussi un de nos amis, eh bien, j'ai vu un Algérien qui a couru vers moi et qui criait dans l'aéroport, « C'est mon avocat, c'est mon avocat !» Eh bien, il évoquait justement des souvenirs qui dataient d'il y a 10 ou 15 ans. Par la suite, j'ai défendu d'autres causes, bien entendu, d'autres Algériens qui risquaient plus ou moins des peines de mort, notamment devant les tribunaux militaires. Vous savez, lorsque vous arrivez pour défendre quelqu'un qui risque la peine de mort et que vous entendez un des assesseurs dire encore un avocat qui vient nous casser les pieds, hein, vous savez, ce n'est pas très encourageant. Vous savez que la sentence est déjà décidée. Alors, je pense que dans ma carrière, c'est ça que j'évoquerai. Il est évident que, par ailleurs,
j'ai eu à défendre aussi des hommes politiques. Ce n'est pas pour m'en prévaloir, mais l'histoire veut que je me sois trouvé à côté de la plupart des leaders sénégalais qui ont eu des problèmes. J'ai été l'avocat de Mamadou Dia, le podcast. c'est connu. J'ai été l'avocat d'Abdoulaye Ly, j'ai été l'avocat de Babacar Niang et de tant d'autres. Mais ça, c'est tout à fait normal dans un itinéraire lorsque le choix, n'est-ce pas, est aussi clair et aussi net. Des retrouvailles étonnantes. Ce sont des retrouvailles étonnantes, mais pas tellement, vous savez, parce que il y avait peut-être des divergences politiques, mais nous avions le même adversaire qui était le pouvoir. De sorte que chaque fois que le pouvoir s'attaquait à quelqu'un, nous nous retrouvions finalement entre nous. Justement, on va parler de politique, Maître Wade. Certains hommes politiques soutiennent que vous avez déjà votre avenir politique derrière vous. Et ça dépend, vous savez, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle l'avenir politique. Moi, j'estime que dans la mesure où je fais ce qui est en rapport avec ma conscience et ce que me dicte mon parti, je pense que je peux toujours être utile. Le jour où mon parti considérera que je suis dépassé par les événements, que je n'ai plus aucun service à rendre et qu'il faut passer le relais à d'autres, mais je le ferai volontiers. Vous savez, si je n'avais que la politique, je pourrais peut-être m'en plaindre, mais comme je vous l'ai montré, j'ai tellement d'autres choses à faire que, à vrai dire, cela me déchargerait peut-être tout simplement. Mais à vrai dire, sans fausse modestie, je pense que, en tout cas, mon parti, tel que je le perçois, tel que je le sens encore aujourd'hui, a pleinement besoin de moi. Et d'autres poussent même la cruauté quand on parle de vous jusqu'à demander maître qui? Oui, oui, vous savez, ça c'est un journaliste de Jeune Afrique qui raconte ça. Il est possible que je ne sois pas connu, mais vous savez, ça ne me fait rien. Je cherche à me faire connaître. L'essentiel pour moi, vous savez, j'ai un contrat moral avec les militants de mon parti. Et pour moi, c'est ça qui importe. Vous savez, les appréciations des autres, ceux qui ne sont pas dans mon parti ou qui sont dans d'autres formations, hein, je vous dirais très franchement que cela me laisse froid. Ce qui m'importe, c'est ceux avec qui j'ai un engagement moral, c'est-à-dire ceux qui sont dans mon parti, ceux qui m'ont choisi comme le responsable du parti, qui m'ont confié en quelque sorte la direction de cette organisation. Alors tant que cela apprécie les services que je peux rendre, vous savez, je ne m'en fais pas. Mais pour les autres, les colibés, tout ça, c'est dans la nature de la politique, c'est même très gentil et je crois qu'il faut en faire. Parce que l'humour, ça fait passer beaucoup de choses, surtout en ces temps si durs au Sénégal. Vous méprisez les gens? Non, je ne méprise pas les gens. Mais là, il faut peut-être que je m'explique. Vous savez, je suis un homme sans préjugés. C'est-à-dire que je ne peux pas juger quelqu'un d'après ce qu'on dit, etc. Je suis un homme ouvert, mais je peux mépriser quelqu'un qui n'a aucune considération pour des valeurs morales. Ça, effectivement. Vous savez, l'homme qui se vend pour un poste, l'homme qui trahit des engagements, des amitiés, ça, je dois dire qu'il rencontre mon mépris.